Et si l'histoire du christianisme avait pris une autre route? Et si en 451, lors du concile de Chalcédoine, ce n'était pas Rome qui imposait sa version du Christ, mais Alexandrie, la ville des philosophes, des savants et de la théologie monophysite. Dans cette histoire alternative, l'Égypte devient la nouvelle capitale spirituelle du monde chrétien, et l'Europe entière bascule vers une autre culture religieuse, une autre politique, un autre destin. Voici l'histoire d'un monde où Alexandrie a gagné le grand débat de Chalcédoine. Imaginez la scène. Au lieu d'être déposé et humilié, le patriarche Dioscore d'Alexandrie triomphe. Les évêques orientaux, influencés par l'empereur Marcien et surtout par l'impératrice Pulchérie, basculent de son côté. Le concile proclame officiellement: le Christ possède une seule nature unifiée, parfaitement divine et parfaitement incarnée. Cette doctrine devient le dogme officiel de l'Empire romain. Rome proteste, mais isolée politiquement et affaiblie militairement. Elle ne peut rien faire. Son influence s'effondre. En quelques décennies, Alexandrie remplace Constantinople et Rome. Comme centre culturel et spirituel du monde chrétien, la ville renoue avec son passé prestigieux. La bibliothèque, reconstruite, devient une université chrétienne majeure. Les théologiens égyptiens élaborent une spiritualité plus mystique. Le monachisme égyptien se répand dans tout l'empire. Le patriarche d'Alexandrie devient l'autorité suprême du christianisme, surpassant même l'empereur en matière doctrinale. L'Église qui domine n'est plus catholique ou orthodoxe byzantin, mais l'Église orthodoxe orientale, celle des Coptes, des Syriens et des Arméniens. Sans la primauté de Rome et sans la théologie de nature devenue marginale, l'Europe évolue différemment. L'évêque de Rome perd son prestige. L'Église romaine survit, mais elle devient une église locale minoritaire, un peu comme l'Église nestorienne en Mésopotamie. Les rois francs, quand ils se convertissent, le font au christianisme alexandrin, pas au catholicisme romain. Cela change tout. Pas de querelle arienne, pas de fille aînée de l'Église. La Gaule devient une province plus orientalisée, influencée par la culture syrienne et égyptienne. Les Wisigoths et les Ostrogoths adoptent plus facilement la théologie une seule nature, proche de leur sensibilité mystique. Résultat, l'Europe occidentale est homogène religieusement sous Alexandrie. Pas de schisme est-ouest, pas de papauté médiévale centrale. L'Afrique du Nord, traditionnellement proche d'Alexandrie, s'aligne naturellement sur la théologie copte. Des évêques berbères émergent, forment une église africaine puissante, héritière d'Augustin mais influencée par la mystique égyptienne. Cette cohésion religieuse renforce la région politiquement. Pas de division interne comme dans notre réalité. Une identité africaine chrétienne solide. Et maintenant, le moment clé. Comment ce monde alternatif réagit-il à l'expansion de l'islam? Dans notre réalité, l'Égypte, la Syrie et le Maghreb étaient profondément divisés entre pro-chalcédoniens et anti-chalcédoniens. Ces divisions ont facilité la conquête musulmane. Mais dans notre histoire alternative, le monde est uni, le Moyen-Orient aussi uni. Tous suivent la foi d'Alexandrie. Les tensions religieuses entre églises disparaissent. L'Égypte n'est plus une province opprimée par Constantinople. Elle est le cœur du christianisme, riche, puissante, autonome. Les armées arabes rencontrent un bloc cohérent, motivé et bien organisé. Les musulmans conquièrent toujours certaines régions, mais beaucoup plus lentement. La Syrie tombe après de longues campagnes, pas en 636, mais peut-être vers 670. Une partie reste même chrétienne orientalisée. L'Égypte résiste farouchement. Alexandrie, capitale religieuse mondiale, devient un nouveau Antioche, un mur spirituel et militaire. La conquête pourrait échouer totalement ou n'avoir lieu que partiellement. L'Afrique du Nord, plus unifiée, plus prospère et mieux christianisée, elle devient le cœur d'une résistance durable. Elle ne tombe pas rapidement comme dans notre réalité.
Au 8e siècle, le monde se stabilise en deux grands pôles religieux. Le bloc chrétien est composé de l'Égypte, une petite partie de la Syrie, l'Arménie, les Balkans, l'Italie du Sud, l'Afrique du Nord et la plupart de l'Europe occidentale. L'Empire islamique se dirige plutôt vers l'Est et vers le Nord. La Chine, toute l'Asie, la Sibérie seront musulmans. L'histoire de l'Europe change avec l'absence d'une papauté forte. Pas de croisade organisée par le pape, mais peut-être des guerres d'Alexandrie dirigées par le patriarche. Pas de saint empire romain germanique, parce que les structures politiques sont plus tribales, plus fédérales. L'Europe médiévale, bien qu'unifiée sous Alexandrie, ressemblera davantage au Moyen-Orient chrétien plutôt qu'à la chrétienté latine de notre monde réel. Avec Alexandrie comme capitale du christianisme, la science antique survit mieux. La médecine grecque sera plus importante, les mathématiques alexandrines seront là, l'héritage de la bibliothèque et la pensée de Plotin et d'Origène influencent l'Europe d'une façon plus directe. On peut maintenant imaginer un Moyen-Âge moins obscur, plus continu dans la tradition scientifique. Dans cette réalité alternative, un détail théologique change tout. La victoire d'Alexandrie à Chalcédoine crée un monde plus oriental, plus mystique, mais aussi plus cohérent. Un monde où l'Europe ne regarde plus vers Rome, mais vers le Nil. Et surtout, un monde où la rencontre entre christianisme et islam se fait autrement, avec un équilibre de force présent, mais totalement différent. Une simple décision doctrinale, mais un destin transformé.